Ben, bienvenue à la 43e vigile, mars 2011. Oui, on est à 43. Yeah! Nous sommes le 21 janvier 2012. Et puis, il reste 10 vigiles avant qu'on ait fait un an. Je vais parler un peu de ce que c'est les vigiles parce que bon, je n'ai pas parlé souvent dernièrement, puis je vais juste expliquer un peu c'est quoi. Donc ça, tous les samedis à 14h, nous on se retrouve ici. Et donc ça, c'est à la suite de trois... donc c'est M. Daniel Leroy devant les bureaux de Jean Charest à Montréal le 22 janvier. Donc, il y a eu sûrement d'autres vigiles avant ça ou d'autres moyens de pression et tout ça. Mais le 22 janvier, c'est-à-dire demain, ça va faire un an que M. Daniel Leroy, avec d'autres gens qui avaient discuté de l'idée et tout ça, se sont retrouvés devant les bureaux de Jean Charest et ont fait une vigile. À la suite de 3 vigiles montréalaises qui ont eu lieu, Luc Archambault à Québec le 19 février, lui, il a décidé de lancer une tradition de vigile citoyenne hebdomadaire chaque samedi 14h devant l'Assemblée nationale. Donc en ce moment, il est à la place du peuple souverain devant l'Assemblée nationale et il fait une vigile. Donc inspiré de cette initiative-là, Montréal décide de poursuivre la tradition au Champ de Mars, derrière l'Hôtel de Ville, le 26 mars 2011. Donc l'initiative tente de créer une tradition québécoise historique qui a porté ses fruits. Donc il y en a eu une pendant longtemps à Mont-Saint-Hilaire, je ne suis pas au courant si elle a encore lieu. Il y en a eu une à Cowansville, je ne sais pas si elle tient encore. À Gatineau, je ne suis pas au courant non plus si elle tient encore. Donc nous invitons le peuple du Québec à créer leur propre vigile. Donc nous, c'était ça notre but là, quand on a créé les vigiles, c'était que chaque village, chaque ville au Québec se crée leur propre vigile et tout ça. Et donc c'est ça, on invite toujours la population si on a envie d'en créer. Donc chaque samedi 14h à un lieu de mémoire collective. Donc une vigile n'est pas un spectacle, personne n'y vient pour divertir ou pour se faire divertir. En tant que citoyens et citoyennes du Québec, nous avons tous un rôle à jouer, celui de veiller, de surveiller et de tenir nos gouvernants à l'œil, de nous rencontrer, de nous parler et de nous imaginer autrement. Donc ces vigiles sont autonomes les unes des autres, mais leurs objectifs communs sont de dénoncer les abus du gouvernement Charest et d'exiger sa destitution, sa démission, son renvoi, son départ, le remercier de ses services le plus rapidement possible. Donc, mars 2011 vous invite à prendre la parole. On vous demande de participer activement à un exercice démocratique citoyen de base, de se réunir ici de manière physique et réelle et sortir du confort de votre maison, du Facebook, des blogs, des articles, de toutes ces choses-là, et de se rencontrer physiquement et de discuter entre nous et de s'exprimer. Et donc ça, c'est une tribune citoyenne qui est non censurée, qui est diffusée sur l'Internet pour exprimer votre point de vue, pour dénoncer une situation ou pour proposer une solution ou une action. Donc le Québec doit changer et ce, dès maintenant. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Merci. Yeah. Alors, c'est place, s'il y a des lectures de texte, vous pouvez venir les lire et ensuite ce sera la parole libre. Non? Réal Mathieu, bonjour. Bon, alors on vient de parler d'Internet et de forum. Et on vient de parler de M. Daniel Leroy aussi. Alors, mon texte est à propos parce que cette semaine, M. Roy a écrit sur un forum pour le pays du Québec, un groupe Yahoo, écrit un texte et puis j'ai répondu à son texte. Et puis M. Daniel Roy, effectivement, c'est lui qui avait fait la première visite devant le bureau de Jean Charest. C'est un membre du Rassemblement pour l'indépendance nationale, dont je suis membre aussi. Et au sein du Rassemblement pour l'indépendance nationale, il y a toutes sortes d'opinions. Donc, M. Roy a écrit le 20 janvier. Il dit « Enfin, le Parti québécois commence à voir la réalité en face. À l'approche de son Conseil national, à la fin du mois de janvier 2012, nous entendons parler de ce que nous souhaitons depuis longtemps, une alliance du PQ avec les autres partis voulant faire du Québec un pays et un possible remplacement de son chef. Si le PQ à lui seul ne peut prendre le pouvoir et si le chef ne passe pas dans les sondages,
et tout le monde à qui je parle le confirme, il faut une alliance et changer de chef. Autant le chef mérite notre respect et gratitude, autant l'éventualité d'une déconfiture électorale mérite que l'on se rende à l'évidence. Plusieurs prises de position du Parti québécois m'ont personnellement choqué. Refus d'aborder le thème de la souveraineté dans les discours publics, refus d'exiger l'affichage exclusif en français, refus de s'adresser aux médias dans la seule langue officielle du Québec, refus de former des alliances avec les autres partis, refus de ne plus prêter serment d'allégeance à la Reine du Canada, refus de renier l'autorité illégitime du gouvernement du Canada et de sa Cour suprême, refus d'accorder la liberté d'expression aux députés, refus de se soustraire à l'obligation de participer physiquement et financièrement aux guerres canadiennes à l'étranger, refus de s'offenser devant les venus des représentants de notre conquérant, refus de regrouper les forces vives autour d'un projet de pays, refus de s'opposer à l'immersion anglaise de nos élèves francophones, finalement refus de se doter d'un programme offrant un véritable projet de pays aux Québécois et Québécoises, au lieu de nous faire croire à l'impossible réforme de la Fédération canadienne et de nous offrir un ramassis de demi-mesures. Alors, on ne va pas avec le dos de la main morte, comme dirait Perron. Alors, il est temps que le Parti québécois prenne le taureau par les cornes et brave la tempête avec assurance, ayant en tête l'objectif ultime de faire du Québec un pays. L'assimilation nous guette, l'exploitation nous ruine, fini le tatouinage, le temps des tergiversations est révolu, le temps de passer à l'action est arrivé. Alors, j'ai répondu à mon ami Daniel, que je connais bien, et puis j'ai répondu ceci. Un parti politique n'est pas dirigé par l'aile parlementaire. D'ailleurs, pour un exécutif de comté, il n'y a rien de plus démobilisateur que de se ramasser avec un député élu. Ce n'est pas long qu'il s'impose, qu'il prend les commandes et ordonne au président de l'association de comté de faire ceci ou cela. C'est antidémocratique. Pour l'avoir vécu avec Michel Levio, élu député du Bloc québécois à Annecy en 1993, je peux vous dire que ça n'a pas été long que les purs et durs dans l'exécutif ont été écartés. Alors, en fin de semaine, en fait, c'est cette semaine, il va y avoir le caucus des députés du Parti québécois. Et la fin de semaine suivante, il va y avoir le Conseil national. Alors, quand bien même les députés prendraient un vote à l'unanimité, je dis bien les députés prendraient un vote à l'unanimité pour destituer Mme Marois, ça n'aurait aucun effet. Ils ne feront pas ça, mais ça n'aurait aucune valeur. Ce ne sont pas les députés qui ont élu Mme Marois comme chef du Parti québécois, ce sont les délégués au Congrès. Alors, seulement le Congrès peut changer de chef, à moins que Mme Marois démissionne. Or, d'après les informations que j'ai, et ça, j'ai écrit ça le 20 janvier, donc, d'après les informations que j'ai, elle ne démissionnera pas, ni en fin de semaine, ni à la réunion du Conseil national. Ça a bien l'air que c'est fini, que c'est bien fini avec elle, un chef qui s'enfuit au premier coup de feu. Si Landry est encore chef, ça fait longtemps qu'il serait parti. On l'a vu, c'était un pleutre et un orgueilleux qui aurait mis sa démission au premier revers. Ça prenait peut-être une femme pour faire la leçon à ceux-là qui tiennent mordicus à ce que le chef soit plus populaire que le parti. Parizeau n'a jamais été plus populaire que le PQ. Mme Marois a mis son pied à terre et a dit aux éléments de l'aile parlementaire qui paniquent de prendre leur gaz égal et de prendre leur trou. Enfin, un chef qui n'a pas froid aux yeux. Après Drainville, qui a crié au loup et à la disparition du parti la fin de semaine dernière, on a vu que le parti avait monté de 3 points dans les sondages. Très mauvais timing pour Drainville. Il a jeté ses cartes trop vite, mais maintenant il est clair qu'il a paniqué et qu'il se positionne pour prendre la place du chef. Puis là, DISAP arrive, il sympathise avec les putschistes. Grave erreur aussi. On sait qu'il y a quelques semaines, Mme Marois lui a offert d'être à ses côtés pour s'occuper du dossier de la souveraineté. Il a refusé. Imagine, le gars le moins populaire au Québec, le 2 mai dernier, il veut devenir chef du Parti québécois. Là, il y a une bande d'admirateurs, incluant la presse fédéraliste, qui ne cesse de louanger DISAP pour l'encourager à participer à un putsch. Supposons que ça arrive et qu'il réussit. Qu'est-ce qui se passerait par la suite? Les gros canons de la presse, de TVA, et peut-être du Devoir,
parce que le frère de Françoise David y est bien installé, se tournerait alors contre Duceppe. Les chicoutes-guenilles comme Cloutier et Lehir commenceraient à dire que c'est un marxiste, que c'est un ex-marxiste-léniniste, que c'est un véritable dictateur dans le parti, qu'il n'a aucune sensibilité ni flexibilité, qu'il n'a rien fait en 20 ans au fédéral. Pire, qu'il a aidé le gouvernement fédéral à fonctionner au lieu de lui nuire. Qu'il faut maintenant s'attaquer à lui parce qu'il ne veut pas faire un référendum, qu'il perdrait de toute façon, parce qu'il ne veut pas défaire le programme de gouvernance souverainiste. Or, c'est clair, seul le Congrès peut modifier le programme du parti. Et là, tu verrais Duceppe attaquer de tous côtés, amorcer la descente de sa vie. Ça commence à bien faire de tuer le chef au premier coup de vent. Mme Marois fait preuve d'une résilience, d'un courage et d'une ténacité extraordinaire qui sera très profitable quand il faudra passer à l'action. Elle ne va pas s'enfuir à la première menace qui va venir d'Ottawa. Puis, en plus, elle recrute. Là, elle vient de recruter une très grosse pointure, Daniel Breton. Tu sais ce que je pense de Daniel? Daniel entre dans le jeu et se solidarise avec elle au pire moment de la bataille. C'est bien la preuve que ce n'est pas un opportuniste et un affairiste comme Rebello. On sait que Rebello a fui le bateau parce qu'il pensait que le bateau coulerait. Et Rebello était là pour son intérêt personnel. C'est un affairiste. Alors, c'est le début du rassemblement de l'équipe du Tonnerre avec Breton. D'autres vont se joindre. La partie vient juste de commencer. Daniel Breton va pouvoir enfin commencer à adresser le problème du pacte électoral en devenir. Le 21 août 2011, Daniel Breton a proposé que les péquistes, les solidaires et les indépendants travaillent ensemble pour conclure un pacte, afin de réaliser un plan en 3 phases. La première phase a déjà eu lieu. C'était le maître chez nous de Jean Lesage, Lévesque et Parizeau. Il propose que la phase 2 soit la prochaine élection. Maître chez nous, 21e siècle. Celle-ci consiste à mettre fin à la corruption, au vol de nos ressources et à bâtir l'indépendance énergétique, c'est-à-dire l'indépendance économique qui mène à la réalisation de la phase 3, l'indépendance du Québec. Et nous, les militants des mouvements citoyens, nous devons continuer à jouer notre rôle de chien de garde et à s'assurer que le parti et sa chef vont bien faire le travail. Sinon, on va les dénoncer et les harceler comme on dénonce et on harcèle aujourd'hui le PLQ et Charest. À suivre. Voilà ce que j'ai écrit le 20. Maintenant, c'est très intéressant ce qui s'est passé ensuite. Daniel Breton, donc il y a eu une conférence de presse. Mme Marois était là avec Daniel Breton. Et là, si vous avez vu cette conférence de presse-là, c'était extraordinaire. Mme Marois a dit quelques mots à propos de Gilles Duceppe et elle a passé le micro à Daniel Breton. Et là, pendant à peu près pas loin de 10 minutes, Daniel Breton a frappé à grands coups de batte de baseball sur Jean Charest, sur le Parti libéral du Québec, sur le vol des ressources, le pétrole anticosti et tout. C'était le silence total, on entendait les dents tomber. Il n'y avait pas ce qu'on entendait une mouche voler, tu sais. Et il les a vraiment matraqués comme on n'a jamais vu à la télévision de Radio-Canada. Il a même été question de la plainte de vol que Breton a été déposé à la Sûreté du Québec au mois de novembre. Avant, on n'en parlait pas. Là, Breton, il est là, avec les caméras. Là, ils ont parlé de la plainte contre Jean Charest pour vol des ressources. Première fois qu'on en parle à Radio-Canada. Voilà. Et à la fin du point de presse, Mme Marois dit « Est-ce qu'il y a des questions? » Silence total! Les journalistes étaient stupéfaits, réfrigérés, étaient gelés, pas de questions. Mais à part Harry, mais ça n'a pas de sens, vous n'avez pas de questions avec ce qu'il vient de dire. Alors finalement, il y en a un qui lève la main, puis au lieu de poser des questions sur le vol des ressources, qu'est-ce qu'il fait? Pose des questions sur Duceppe. OK? Ah, M. Duceppe, est-ce que vous pensez qu'il va venir? En tout cas. Fait qu'on voit très bien là, que les journalistes, les grands médias, là, ont été stupéfaits de l'attaque de Daniel Breton contre le Parti libéral du Québec, contre Charest, contre le vol des ressources. Il n'avait aucune question à poser sur ce thème-là, mais avait plein de questions à poser sur Duceppe parce qu'ils veulent toujours, ils travaillent continuellement à accentuer les divisions
des petites craques qui peuvent exister dans le camp indépendantiste. Bon. Donc ça, c'est arrivé à la conférence de presse. Et après ça, la nouvelle qui est sortie, c'est que là, M. Bernard Landry était peut-être pour sortir une lettre lundi ou mardi pour appuyer les putschistes et appuyer Gilles Duceppe. Et là, il y a du flottement. On est dans l'attente de cette lettre-là. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui d'Ottawa? Une attaque contre Gilles Duceppe. Parce que là, il dit, peut-être que Duceppe va passer avec l'aide de Landry. Donc là, il commence à salir Duceppe. Et qu'est-ce qu'on voit dans les médias? Ils ont sorti la photo de Duceppe avec le chapeau là, dans quelqu'un qui a visité la fromagerie. Là. Le net sur la tête. Puis ils ont sorti des vieilles affaires. C'était un marxiste-léniniste. Puis, tu sais, tout ce que j'avais prévu est arrivé hier. Puis aujourd'hui, parce que peut-être Duceppe va passer. Tu sais. Fait que là, Marois n'a même pas encore démissionné, que déjà, ils ont commencé à tourner leur fusil et leur canon sur Duceppe. Bon. Mais, je vais vous dire, franchement, je pense que si M. Duceppe va de l'avant, il va échouer. Et M. Landry, j'ai écrit une lettre à M. Landry. Bon, voilà. J'ai écrit une lettre ouverte à M. Landry. Oui, tu as une question, Sylvain? Oui. La question, c'est Breton a été candidat du NPD. Ouais. Et en 2008. Oui. Puis, en tout cas, il a appuyé les NPD à quelques reprises. Et donc, il y a certains critiques qui sont côté de l'appui. Comment on peut interpréter ça, le fait qu'il a appuyé le NPD, puis là, ben... On peut l'interpréter comme on veut. Mais c'est vraiment un indépendantiste, c'est ça que les gens se questionnent, est-ce que c'est un indépendantiste? Écoutez, l'histoire de Daniel Breton, j'en ai déjà parlé ici, c'est pas compliqué. Daniel Breton, c'est un gars qui est né dans Hochelaga-Maisonneuve, à côté des raffineries de pétrole, OK? Toute son enfance a été empoisonnée par les odeurs de soufre, par les déversements d'huile, par les feux de réservoirs d'essence. Il a connu ça, OK? Il est élevé là-dedans et il est devenu ingénieur. Il a fait ses études, il est devenu ingénieur. Bravo. Et il a décidé, lui, de travailler sur la question de l'environnement, vu ses expériences antérieures. Et là, il a mené des bagarres, des batailles importantes. Il a mené la bataille du Suroît, il l'a gagné. Il a mené la bataille sur Bécancour, hein, il l'a gagné. Il était supposé avoir 12 usines de gaz de construites. Ils ont construit juste ça à cause de lui. Puis malgré tout, on perd des centaines de millions par année avec ça. OK? Donc, c'est un gars qui est un batailleur. OK? Quand il était étudiant, sa job là, de fin de semaine, c'est doorman dans un club. Il a la carrure, puis il est capable, il n'a pas faux aux yeux. Donc, il était un environnementaliste, puis là, avec d'autres, il a fondé le Parti vert. Bon, pourquoi il a fondé le Parti vert? Parce que... Avec Scott McKay? Ouais, il y avait un programme environnementaliste, OK? Et il était voir M. Bouchard, hein, qui était président du Parti québécois et premier ministre. Il était le voir avec le programme. Bouchard, il a dit quand? 16, 97. Quand Bouchard, la date exacte, quand Bouchard était premier ministre. Ah, était là. Bon, OK. Non, c'est après le référendum que Bouchard est devenu premier ministre. Oui. En Non, 96 et 2000. c'est à l'époque du déficit zéro ou un petit peu avant. Ça, Ou... bon. En tout cas, Breton, il était voir Bouchard, Bon. puis il a présenté le programme du Parti vert. Bouchard est ancien ministre de l'Environnement. On prendra un numéro, tu viendras parler après. Parce que là, ça va faire le fil, OK? Donc, Bouchard n'a rien voulu savoir du programme des environnementalistes alors qu'il était premier ministre. Bon, c'est sûr qu'il venait du fédéral. Il était au courant des sables bitumineux. Il connaissait déjà des marais, les intérêts des marais dans Total. Aujourd'hui, on connaît ça, dans ce temps-là, on ne savait pas. La position de Bouchard vis-à-vis des Verts, vis-à-vis des environnementalistes, a fait que Daniel Breton, avec d'autres, a fondé le Parti vert. Donc, l'attitude de Bouchard a amené la création du Parti vert, de la même façon que l'attitude de Bouchard avait amené la création de Québec solidaire. OK? Donc, Bouchard, c'est un gars qui travaille depuis très longtemps à démanteler le Parti québécois. Bon. Alors, laissez passer pompier. Parler de Bouchard, c'est l'alerte. Hein? T'as parlé de Bouchard, c'est l'alerte. Oui. Alors là, donc,
Il y a apparemment un putsch qui est en train de s'organiser, mais tout le putsch tourne alentour de l'aile parlementaire, OK? Les gens s'imaginent que c'est les députés qui dirigent le parti, mais c'est faux. Un parti n'est pas dirigé par les députés. Quand René Lévesque n'était pas à l'Assemblée nationale, le Parti québécois existait, il y avait eu 30% du vote. Il y avait 6 députés. René Lévesque était chroniqueur au Journal de Montréal. Le parti n'était pas dirigé par les parlementaires. Un parti n'est pas dirigé par les parlementaires. D'ailleurs, quand un parlementaire, quand un candidat quand un individu devient candidat à une élection, en général, c'est soit une grosse personnalité ou soit un nobody, comme on dit, un poteau peut-être. Et il doit passer par une convention dans son comté pour être choisi par les membres de l'Assemblée locale. Et quand ils se font élire, là, ils finissent par se prendre pour les boss de l'association de comté, mais c'est pas eux les boss. Les autres, les gens ont travaillé pour le faire élire. Ils devraient être redevables aux gens qui ont travaillé à le faire élire. Donc, là, il y a l'aile parlementaire, apparemment qu'il y a des gens qui magouillent pour tuer un autre chef du Parti québécois pour mettre M. Tissot. Et on apprend que M. Landry serait derrière ça aussi. Alors, j'ai écrit une lettre ouverte à Bernard Landry que j'ai envoyée au Forum pour le Pays du Québec ce matin. Et je dis, M. Landry, dans votre vie, vous avez souvent regretté, après coup, des gestes que vous aviez posés sous le coup de l'émotion. Nous apprenons qu'au lieu d'attaquer Charest, Legault, le PLQ ou la CAQ, vous seriez à peaufiner un texte qui serait un appui aux putschistes du Parti québécois. Ne vous imaginez pas que ces attaques, si elles ont lieu, seront laissées sans riposte. Vous avez fui votre devoir tellement de fois. Pour n'en mentionner que quelques-unes. Votre retrait de la course à la chefferie contre Pierre-Marc Johnson en 1984. Votre agenouillement devant Lucien Bouchard au lieu de provoquer une course à la chefferie. Votre absence de réaction devant la nomination de Caillé, l'homme du gaz, par Bouchard, à la tête de Hydro-Québec, ce qui a entraîné la création du Parti vert. Votre absence de réaction devant le démantèlement de la division pétrole et gaz à Hydro-Québec par Caillé et Vandal, division que vous aviez créée vous-même. Votre retrait devant Boisclair. Votre recrutement de Maxime Bernier comme conseiller alors que vous étiez futur premier ministre. Votre démission avec 77% d'appui. Votre rôle dans la démission de Jacques Parizeau. Votre réponse ridicule. M. Landry disait, si vous pensez que c'est un vol, appelez la police, quand on lui demandait quoi faire devant le vol des ressources pour le Parti libéral du Québec. Votre magouille dans le dos de la direction actuelle du Parti québécois avec quelques avocats à la retraite, opportunistes et mal intentionnés. Votre tentative d'entraîner M. Breton dans le sillage du putsch. Je pourrais vous parler de ça. Bref, on a enfin un homme au Parti québécois qui est conscient de l'importance de l'État et qui veut faire la guerre au PLQ pour défendre les intérêts fondamentaux des Québécois. Abstenez-vous de paroles regrettables. Pensez-y bien. Quelle sorte de personnage désirez-vous être dans l'histoire du Québec que vos petits-enfants vont apprendre à l'école? S'il vous plaît, ne trahissez pas, sinon vous serez attendu de pied ferme dans les forums. Alors, j'ai envoyé ça sur le forum pour le Pays du Québec. Et je suis certain qu'il va en recevoir une copie. J'aurais pu lui envoyer directement parce que j'ai l'adresse de courriel de M. Landry. Mais je ne vais pas y faire une crise d'apoplexie. La mention il y a une mention ici de votre tentative d'entraîner M. Breton dans le sillage du putsch. Je peux en parler plus précisément, c'est que M. Landry avait convenu de rendez-vous avec Daniel Breton pour le 21 janvier, demain. M. Landry... Demain, c'est aujourd'hui. C'est vrai. La journée du drapeau. Oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Alors, c'est ça. Par l'intermédiaire de Pierre Cloutier, que je connais bien, M. Landry était en contact avec Daniel Breton et ils avaient convenu, il y a quelques semaines, de se rencontrer aujourd'hui pour discuter. Et le but de M. Landry, c'était de l'entraîner dans un putsch. Mais Daniel Breton a fait son lit puis il a dit, regarde, je m'en vais au Parti québécois.
c'est extrêmement méritoire de la part de Daniel Breton parce que la situation du Parti québécois actuellement, là, quelqu'un qui veut faire une carrière en politique, il va pas là. Hein? Hein? C'est comme un mauvais gamble. Hein? Bon, tu sais, tu as plus de chance avec la CAQ, mettons. Et puis donc, Daniel Breton n'a pas cédé aux sirènes, n'a pas été au rendez-vous avec Bernard Landry. Il a décidé d'aller se battre avec le Parti québécois. Alors, ça, c'est l'information que j'avais à vous donner aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant. Questions. Sylvain va venir parler. J'ai une question. Viens poser tes questions. Non, Viens là. je vais poser des questions. Bien posé. Ah, Passe poser devant, des pose questions. tes questions. En Ok. complément de... Bonjour, Jean-Claude Sylvain. Ma question, mon cher Réal, c'est on voit que le Parti québécois est attaqué de tous bords et de tous côtés, et puis même à l'intérieur. Est-ce que les gens ressentent, c'est ce qu'ils ne sont pas d'accord dans la position que Mme Marois est, c'est que les gens attaquent à l'intérieur du Parti québécois. Et toi, tu disais que c'est vraiment un choix courageux de M. Breton d'avoir choisi le Parti québécois. Et ben, sur comment dire, qu'est-ce que tu penses qui a fait décider Breton à ce point-là? C'est... Bon, écoute. Daniel Breton, là, OK? La chose qu'il a le plus à cœur, Ouais. c'est l'indépendance du Québec et l'indépendance énergétique, puis le dossier de l'environnement. OK? Le gars est devenu militant par l'environnement. En bâtissant des dossiers sur l'environnement, il a comme découvert tout le problème du vol des ressources naturelles. Ça a passé par les gaz de schiste, par le pétrole d'Anticosti. Là, il a monté des dossiers là-dessus. Il a créé la MCN 21, un mouvement qui met de l'avant l'indépendance énergétique du Québec. Et il a compris que pour faire l'indépendance du Québec, il faut qu'il y ait un rapport de force établi avec le gouvernement fédéral. Il faut que le gouvernement du Québec soit fort et que les Québécois soient riches. Okay? Donc, il a compris que la première chose à faire, c'est de prendre le pouvoir à l'Assemblée nationale, mettre la main sur l'État du Québec, utiliser l'État du Québec pour reprendre le contrôle des ressources naturelles au profit des Québécois et non pas au profit d'une petite clique des amis du PLQ. Et une fois que le Québec va s'être débarrassé des affairistes par une enquête sur la corruption, OK? Modifier toutes les lois qui concernent les ressources naturelles, monter les redevances à peut-être 60%, de constituer un fonds de réserve pour le Québec. Un fonds souverain. Un fonds souverain comme la Norvège qui a accumulé comme 600 milliards pour les générations futures. Mais parallèlement à tout ça, OK, faire l'indépendance du Québec. Mais pour faire l'indépendance du Québec, il faut être assis à l'Assemblée nationale. Donc lui, il a compris ça, puis il a choisi d'aller avec le Parti québécois, parce que même si, je sais pas, il y a Option nationale, Québec solidaire, c'est pas très sérieux. Dans sa conférence de presse, la journaliste du Sceau, elle lui a demandé, le plan Nord, les ressources naturelles, vous êtes un homme de gauche? Il dit, écoutez, là, il dit, vouloir se battre pour que la richesse aille à tous les Québécois plutôt qu'à une petite clique, c'est une idée de gauche, ça? Elle n'a pas eu de réponse. Elle n'a pas eu de réponse. René Lévesque a fait la nationalisation de l'électricité, c'était pour tous les Québécois, c'est une idée de gauche. Ça a été financé par les Américains. Là, il n'y a pas trop de gauche. L'Ontario l'avait fait avant nous. Alors, c'est ça, Daniel Breton, là. C'est vrai qu'il a été candidat pour la NPD. Mais il a été candidat pour la NPD en 2008, après avoir subi la rebuffade de Lucien Bouchard, OK? Puis qui a entraîné, il a vu que Bouchard a nommé un homme du gaz à la tête d'Hydro-Québec. Il a tiré ses conclusions que Bouchard ne veut rien savoir de l'environnement, Bouchard ne veut rien savoir de l'indépendance énergétique. Mais lui, il y a un programme qu'il veut mettre de l'avant, c'est un homme d'action.
Il a rencontré le NPD, il a dit, bon, regarde, Jack, qu'est-ce que tu prends de mon programme? Jack, il a dit, regarde, je vais le prendre ton programme, ça va devenir le programme du NPD. Donc, il s'est présenté aux élections en 2008, il a été élu, bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas souverainiste. Tu sais, bon. Mais Duceppe n'avait pas accepté ou il n'avait pas été voir Duceppe avant? Duceppe n'était pas au pouvoir, là. Non, il n'est pas au pouvoir. Mais... Ben, tu vas me dire Jack Layton non plus. Mais. Est-ce qu'il y avait plus de chance? Non, mais Duceppe non plus, t'es pas d'accord avec le programme du Parti vert. Ah? Non, Duceppe. Trop radical à son goût? Je ne peux pas dire pourquoi. Mais là, donc, en 2011, là, Jack Layton a redemandé à Breton de se présenter aux élections. Puis Breton, il a dit non, là, il dit maintenant, j'ai compris que l'indépendance énergétique et l'indépendance du Québec, c'est ça que je veux faire. C'est ici que ça se passe au Québec, surtout. Mais tu sais, on ne peut pas cracher sur quelqu'un parce qu'il a déjà été candidat aux élections fédérales. Il y en a combien qu'il faudrait enlever? Hey, j'ai été candidat aux élections fédérales, moi. Pour le Parti communiste du Québec. Le Parti communiste du Canada, merci, c'est le ministre. OK, mais regarde. C'est une autre époque, c'est Non, mais c'est pas ça. C'était le seul parti qui avait à son programme la lutte de libération nationale du peuple québécois et la prise du pouvoir par la violence. C'est un ancien Felkis. C'est mon programme, ça. Je me suis présenté aux élections pour eux autres. Allez-vous me tuer? Fusillez-moi. Vous n'êtes pas candidat? Mais de toute façon, lorsqu'un indépendantiste, M. Parizeau a dit une belle phrase, « Laissez la porte ouverte ». Il dit, gênez-vous pas, laissez la porte ouverte à ceux qui veulent entrer. Hey, comment est-ce que le camp indépendantiste peut grossir si on ferme la porte à quelqu'un qui a déjà milité au fédéral? Oui. Ou ce qui est intéressant dans un parti fédéraliste, même si c'est au Québec. Donc, il ne faut pas fermer la porte à Ce qui est intéressant dans le Parti québécois... Ben non, 17, on ne peut pas fermer la porte à 17, voyons. Non. 17, l'indépendance. Ben oui, on ne peut pas fermer la porte à Duceppe. Bon, il était au fédéral aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va lui donner la première position. C'est les militants. Mme Marois elle a dit c'est les décider. militants qui décident C'est c'est qui est chef. C'est pas Exactement. dans le parlementaire. Puis ce qui est important de savoir, c'est que, contrairement à ce qu'on entend, le Parti québécois, les coffres sont pleins, il y a des bonnes finances, l'équipe quand même assez... Il doit y avoir une équipe rodée. Demain, Donc, il y a quelqu'un qui va... Il y a une annonce que Mme Marois va faire demain. Oui. Un nouvel ajout à son équipe du tonnerre. Régent Hébert. Est-ce qu'ils sont pas en congrès présentement? Régent Hébert, médecin. Médecin Régent Hébert. Que je connais Est-ce qu'ils pas. sont pas en Conseil national aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Non, c'est la semaine prochaine à La semaine l'hôtel prochaine. Bonaventure. OK. C'est toute la fin de semaine. Bon. Conseil national. Il y en a qui essayent, là, Oui. de faire prendre un vote au Conseil national. Ben oui. Mais le Conseil national, C'est c'est pas pas, le Congrès. lui qui choisit le chef. C'est quand même lui qui prendrait un vote. Tant que Mme Marois ne dira pas « je démissionne », il n'y en aurait pas de changement de chef. Même si ça nous l'a tout au Parti libéral, elle resterait seule, mais il n'y aurait pas de changement de chef. C'est Ça comme prend un essayer congrès. d'avoir la destitution de Charette. Pardon? Même- C'est comme essayer d'avoir la destitution de Charette. Même si on se mettait toute la population ensemble, s'il ne veut pas, il reste là. C'est ça. Sauf que nous autres, on disait peut-être qu'en harcelant des députés qui vont démissionner un après l'autre, le gouvernement peut tomber. Bon, Ben, essaye. on a essayé. Mais c'est quand même curieux. D'ailleurs, dans le monde, il y a des femmes qui prennent le pouvoir, qui sont à la tête de pays. Il y a 3 femmes qui sont premières ministres au Canada actuellement. Là. C'est, En Alberta, en Alberta, Manitoba. Manitoba, une femme des nôtres. puis l'île La Tressaudoise. Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse. Il y a 3 femmes premières ministres au Canada. C'est oui. quoi l'affaire? Ce serait même pas une primaire. Ça sera pas une primaire, exactement. Mais moi, ce que je Encore, regarde, là, Madame Marois. en plus de couilles que Landry, puis tous les autres qui ont démissionné avant lui, Non, Boisclair, pardon. puis Johnson. Elle a des ovaires. Elle a des ovaires. C'est bien plus fort. Bon, regarde. Je ne suis pas maroïste. J'ai été maroïste, je ne suis pas maroïste. Bon. T'as pas lu le petit livre de Marois? Mais j'ai ça quand un indépendantiste tire sur un autre indépendantiste. Qui tire sur l'ennemi en Ben avant. oui, ben oui. Il y en a plein d'ennemis. C'est pas ça Il y en a qui manque. plein d'ennemis. Là, Non, c'est ça. Legault, là, y a-t-il une plus belle cible que Legault? Puis Sirois, là? Ouais. Y a-t-il quelqu'un, là, dans le camp de ceux qui attaquent Pauline Marois, Tout à fait. qui est en train de faire des recherches sur le dossier de Sirois pour voir toutes les magouilles dans lesquelles il est impliqué? Sûrement. Moi, je suis en train d'en faire une recherche sur Sirois, avec Pomerleau. Ouais. Attends qu'on sorte notre dossier. Ben, c'est ça qu'il faut. Personne faut personne donner des sont munitions. occupés ici avec Marois. Ouais.
Creusez sur Sirois, vous allez en trouver de la mort. Ah ben, il y a sûrement de quoi qui... en affaires, on fait pas les choses nécessairement tout à fait propres. Et puis, bon, peu importe, il faut avoir des preuves, il faut avoir des munitions. Si on part en guerre, c'est comme ça que ça se passe. Sylvain est là, je pense qu'on va laisser la parole à d'autres parce qu'on a l'air de Mott and Jeff. Ouais. Lui, c'est très sympathique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une lecture à faire? Bravo, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres lectures? Bravo le panel. Vous savez qu'est-ce qui s'en vient s'il n'y a pas d'autres lectures? Oui, nous voulons cette lecture. On va faire juste une petite conclusion. Oui, OK. Qui est dans la suite de ce que Juste une petite la lecture de conclusion. Réal Mathieu. Alors, les véhicules créés pour l'indépendance, le Parti québécois, ils peuvent rentrer n'importe qui s'il n'est pas souverainiste. C'est ça que j'ai compris. OK. Comment ça se dit? Tu peux faire partie du Parti québécois, Oui. OK? Pour moi, si c'était le véhicule créé pour l'indépendance, il faut que les gens, les candidats, soient indépendants. Oui. Mais le message qu'envoie Paul Marois, c'est de dire, tu peux faire environnementaliste, mais je m'en fous si tu es indépendantiste. Non, il a dit qu'il était Non, c'est le indépendantiste. message, parce que regarde, il y a 2 semaines, je me souviens, qu'il a envoyé une invitation à Sylvie Roy pour devenir, Oui. pour Rejoindre son parti. voilà, elle a dit non, je ne suis pas souverainiste. C'est ça. Alors, le Parti québécois, ce n'est plus les véhicules souverainistes. Alors, je continue avec l'Action nationale. Regarde, On va gagner. Pablo. On propose un pays. Ouais, OK. En avant. La première fois que j'ai rencontré Pablo, il m'a dit « Je suis fédéraliste ». Il m'a dit ça. Mais c'est normal. Il a changé. J'étais un Bienvenue dans immigrant. le camp indépendantiste, mais tu as changé. Avant, tu étais fédéraliste. Voilà. Mais jamais je retournerai fédéraliste. C'est ça la question. Ah ouais, c'est ça la question. Moi, Daniel Breton, Ben oui, bravo. Daniel Breton, Et Pablo. Daniel Breton, je pense qu'il manque de respect envers les citoyens. Il doit dire, écoute, moi j'étais candidat pour l'NPD, puis moi je suis, j'ai un car, parce qu'en plus il a un karma en règle. C'est plus scandaleux. Ok? Plus scandaleux que occupation double. Il est encore membre. Alors, ce que j'ai dit, écoute, moi je m'excuse, je suis plus parti de NPD, puis moi je vais travailler pour la souveraineté. Ce que je vois, ma perception des choses, c'est qu'il y a des gens comme mon ami Réal, qui défendent plus un parti ou une personne que la cause même. Puis Daniel Breton, c'était, avec tout respect, un idiot utile qui va à Paul Marois, parce que c'est vrai, Paul Marois va disparaître. Ça c'est pour moi. Puis il essaye Avant ou après les élections? Daniel Breton essaye de créer un théâtre, une distraction, pour éloigner parce qu'ils ont dit, il y a une grande nouvelle le vendredi, moi je me suis dit, la grande nouvelle, ok, je pense que Paul Marois va démissionner, non? Il nous a présenté une personne, à Daniel Breton, et moi je me suis dit, c'est quoi la bonne nouvelle là-bas? Et le troupeau, c'est ça, c'était une distraction. Puis parce que Daniel Breton était au courant de la lettre de Bernard Landry. Mais ça c'est autre chose, mais c'est correct. Vas-y, Charles. Moi, je trouve que, dans le fond, ce qui est en train de se passer, c'est que le Parti québécois essaie de se trouver des membres plus intègres, plus indépendantistes. Et puis ça, c'est la réaction au transfuge, c'est la réaction rébello, puis à des choses comme ça. C'est que là, veut pas, ils sont en train de manquer des appuis, là, donc ils vont en chercher ailleurs. Le parti s'est purgé des éléments mauvais mous. Ce qui a été discuté ici, là, c'est que dans le fond, les mauvais éléments, puis les affairistes, puis tout ça, sont en train de partir du Parti québécois. Donc, j'appuie là, ce qui a déjà été dit à d'autres vigiles, que c'est très positif que ces affairistes-là s'en aillent, les amis à Legault s'en aillent, puis que tout ce monde-là s'en aille, puis que là, ils rentrent des gens comme... En tout cas, moi, Daniel Breton, je sais pas, là, peut-être qu'il a été pour l'NPD avant, puis tout ça, mais depuis un an, il est venu parler ici à la deuxième vigile ou première vigile. Il parlait de son mouvement Maître chez nous au 21e siècle. Ensuite, on l'a vu cet été à la rencontre du nouveau mouvement pour le Québec, le 21 août.
qui a fait un discours qui expliquait très clairement, il faisait même l'histoire de comment que le Québec s'est formé une genre un statut particulier, puis qu'il a nationalisé l'énergie, puis tout ça, et puis il voulait aller dans ce sens-là, et puis ça menait inévitablement à l'indépendance nationale. Donc, à partir de là, qui a déjà travaillé pour le NPD, qui le nomme dans la presse un environnementaliste, là, ce qui se passe, c'est que le Parti québécois cherche des nouvelles personnes, et puis cette personne-là, dans le fond, moi, je suis certain que c'est un homme de conviction. Moi, je l'écoute parler aux nouvelles, puis je l'écoute parler partout, puis, tu sais, j'ai pas... je veux dire, peut-être que lui, il s'est essayé avec le NPD parce que, bon, je sais pas, peut-être que je suis pas au courant de son histoire avec le NPD, puis le Parti vert, puis tout ça, puis pourquoi ça fonctionnait, pourquoi ça fonctionnait plus, puis bon, il a pas dû être élu, puis tout ça, mais je suppose que lui, dans le fond, il a des visées environnementalistes, puis il a des visées que l'État se réapproprie de ses ressources, et puis c'est tout ça, donc, il passe par le chemin qu'il faut passer pour ça, mais c'est un homme de conviction, puis c'est un homme d'idées, c'est pas un affairiste, c'est pas quelqu'un qui veut se partir des entreprises de gaz puis des choses comme ça, c'est pas des legaullistes, c'est pas des caquistes, c'est pas des, tu sais, je veux dire, c'est une autre gang ça là. Daniel Breton, là, moi je suis content qu'il soit, parce qu'enfin il y a des gens qui s'en vont dans le Parti québécois, c'est des gens de conviction, tu sais, puis moi je suis content de voir ça. Et pour ce qui est de toute l'histoire de Duceppe puis Marois puis tout ça, là, je veux dire, c'est tout le temps bombardé dans les médias que le parti est déchiré puis tout ça. Non, il fait peau neuve, c'est tout. C'est un parti qui fait peau neuve, qui essaie de survivre. Puis c'est toute une question de sondage. Là. Il faut regarder chronologiquement. Ok, il y a le front page qui arrête, il y a quelques semaines qui arrête pas de dire que les sondages font en sorte que Marois va détruire le Parti québécois. Donc, à partir de là, ils disent « mais avec Duceppe, ça irait très bien ». Donc, c'est ça qui se passe, c'est la réaction à ça, là, je veux dire. Et moi, je crois que quand on parle des gens, les membres et puis tout ça, qui vont décider de c'est qui le chef et tout ça, ben moi, je crois qu'il y a une partie des membres du Parti québécois que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent pas que le Parti québécois soit troisième lors des élections. Donc, ce qu'ils veulent, eux autres, c'est que ils se fient aux sondages, puis ils se fient aux articles dans le Journal de Montréal puis dans la presse, comme quoi que, dans le fond, le Parti québécois, en plus, avec une alliance avec d'autres partis et tout ça, battrait totalement les caquistes et les libéraux. Et puis, je pense que c'est dans cette optique-là qu'ils sont tous en train de regarder ça, puis ils discutent, puis tout ça. Puis ils veulent tous mettre les chances de leur côté. Donc, que ce soit le représentant, que ce soit Pauline Marois, ce qui fait peur à la plupart des indépendantistes, c'est qu'ils l'aiment pas, puis là, ils se fient au sondage, puis ils se fient aux discussions dans les médias, puis tout ça. Puis ils se disent, ben avec Duceppe, nous aurions beaucoup plus de chances de battre Charest et que ce ne soit pas les caquistes qui soient gagnants dans tout ça. C'est juste une question de survie. Puis moi, je trouve que c'est logique, tout ça, là, ces discussions-là. Là, à partir de là, bon, Landry qui écrit des lettres, puis Marois qui s'accroche à son poste, puis tout ça, je veux dire, on verra bien ce qui va se passer, là, mais c'est une question de vouloir que le parti survive, puis de vouloir que... c'est ça, qu'aux prochaines élections, on se fasse pas battre par Legault. Puis on en discutait de ça il y a 3-4 semaines. Là. On expliquait exactement que c'était ça la solution, que c'était une alliance, puis qu'il fallait tout mettre les chances de notre côté. Puis... C'est ça, exact. Ah bon? C'est ce que Real a expliqué. Les gens ont tombé dans les pièges de la presse de, comment est-ce que ça s'appelle? De Pelado, la famille Marcus de Marais. Ils ont sorti une série de sondages, puis les gens ont accéléré, parce que moi je m'attendais au moins que cette année finisse Pauline Marois, mais on a accéléré la chicane. Et c'est ça, les gens s'informent juste en ça, puis les sondages, je m'excuse, les sondages, il ne faut pas croire aux sondages. En France, il y a un organisme qui surveille les sondages. Mais ici, au Québec, n'importe qui peut faire un sondage. Les questions, on ne les connaît pas, puis les marges d'erreur, 5%, c'est tout qu'on connaît. Sur je ne sais pas combien de mille personnes, puis par téléphone, mais personne ne vérifie ça. Alors, c'est ça. Et moi, j'encourage les gens à lire plus que ça. Il y a Beijing, il y a... RRQ a sorti un journal, je me souviens pas c'est quoi le nom. Il y a Facebook, Twitter.
Ok, il y a des gens qui sont ordinaires, qui n'ont pas de dire la vérité. Il y a aussi vigile. Ici, on n'a pas de contrat avec personne. On dit ce qu'on sent et la vérité. Mais je m'excuse, si on se fie juste à la presse, à Radio Canap et TVA, c'est ça qu'on ramasse. On a accéléré la destruction des partis québécois. Maintenant, tout le monde ça va voir les nouvelles lundi pour attendre la lettre de Bernard Landry. Et personnellement, je connais Bernard Landry et je sais qu'il y a une chicane entre Pauline Marois et son ami, c'est Giuseppe. Alors pour moi, c'est la propagande fédéraliste pour dire, regarde, il faut que Pauline Marois s'en aille. Et comme a dit Charles, les sondages, une fois que Gilles Duceppe arrive au pouvoir, il va y avoir des gens à l'intérieur et le parti québécois va devenir de plus en plus divisé parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Gilles Duceppe. C'est plus important la cause, je répète, que même le parti et même la personne qui dirige le parti. C'est ça, bravo. Thierry Vincent, moi je connais pas Daniel Breton, je l'ai vu effectivement le 21 août discuter pendant l'assemblée du NMQ. L'impression qu'il m'a donnée, c'est que c'est quelqu'un pour qui les richesses naturelles sont primordiales et il va s'associer au parti qui va l'aider dans cette cause-là. C'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, oui, on est indépendantiste, mais je pense que la préservation des richesses naturelles, la préservation de l'environnement, c'est aussi quelque chose qui est noble en soi. Et effectivement, il a une ligne claire là-dessus. Lui, sa priorité, c'est de préserver les richesses naturelles et puis préserver l'environnement. Maintenant qu'il s'associe à celui qui va l'accoter le plus, bon ben ça c'est sa décision, mais en tout cas, je pense qu'il, comme disait Charles Hamel, il y a au moins une ligne claire là-dessus et on sait où il loge et on sait où il s'en va. Et c'est un protecteur de l'environnement au Québec. Donc, en tant que protecteur de cette gauche. Nonobstant la question de l'indépendance, nonobstant les questions politiques, puis toutes les chicanes et les alliances, pour défendre Daniel Breton, ben ça nous fait un protecteur d'environnement au Québec qui sera en poste. Alors, ne serait-ce que pour ça, je pense que ça vaut la peine. Bon, mais que ça vaut la peine. Que c'est un personnage intéressant pour ça, dans cette case-là. Alors, c'est le feuilleton, comme vous le savez. Alors que choisis Option Nationale, Option Nationale propose de faire ça aussi. Nationalisation des ressources. Est-ce que tu veux venir reparler? C'est beau. Bon, alors, l'art de la guerre est constitué de 13 articles. On est rendu à l'article 11. C'est presque fini, soyez heureux. Mais l'article d'aujourd'hui est un peu costaud. Donc, je vous... comment dire? Je suggère et conseille à ceux qui ne sont pas des mordus de l'art de la guerre de profiter de ma lecture pour peut-être aller se réchauffer, aller prendre un café, revenir, ou aller prendre une marche, ou se détendre et tout, pour revenir pour la suite de la vigile, reposé, détendu et en forme. Parce qu'on s'embarque dans quelque chose avec l'article 11. Alors, c'est bien long. Hein? Il est un peu plus long que d'habitude. Donc, je ne serai pas offusqué du tout et je comprends tout à fait parce qu'il fait humide, il fait froid. C'est très intéressant comme article, mais vous n'êtes pas obligé de rester collé pour l'écouter. De toute façon, c'est enregistré. Alors, c'est ça. Alors, s'il y en a qui veulent aller prendre un café ou quelque chose... Fais pas le résumé de la semaine passée. Hein? C'est quoi? Je vais faire le résumé. Et c'est ça. Donc, alors... Résumé, donc, c'est l'art de la guerre, tel que traduit par le père Amyot en 1772. Résumé de l'article précédent. Tout dépend de l'emplacement de votre camp. Si l'ennemi a l'avantage, usez de prudence. Il est mieux placé que vous pour vous tromper. Il y a en gros 6 manières de tromper l'ennemi et que l'ennemi peut utiliser pour vous tromper aussi. Ces 6 manières s'appuient sur les déplacements ou positions des troupes. Le général est le seul responsable du succès ou de l'échec de son armée. Ses capacités reposent sur sa connaissance minutieuse de tous les éléments en jeu. Et de tous ces éléments, la connaissance du terrain prime sur le reste. Aussi, les troupes doivent être considérées comme des enfants, qu'il faut sans cesse mener à sa guise. Aimez-les, ne les gâtez jamais, et surtout, n'ayez crainte de les corriger
quand il le faut. Article 11. Des 9 sortes de terrains. Sun Tzu dit: il y a 9 sortes de lieux qui peuvent être à l'avantage ou au détriment de l'une ou de l'autre armée. Premièrement, des lieux de division ou de dispersion. Deuxièmement, des lieux légers. Troisièmement, des lieux qui peuvent être disputés. Quatrièmement, des lieux de réunion. Cinquièmement, des lieux pleins et unis. Sixièmement, des lieux à plusieurs issues. Septièmement, des lieux graves et importants. Huitièmement, des lieux gâtés ou détruits. Neuvièmement, des lieux de mort. 1. J'appelle lieux de division ou de dispersion ceux qui sont près des frontières dans nos possessions. Des troupes qui se tiendraient longtemps sans nécessité au voisinage de leur foyer. Sont composées d'hommes qui ont plus envie de perpétuer leur race que de s'exposer à la mort. À la première nouvelle qui se répandra de l'approche des ennemis ou de quelques prochaines batailles, le général ne saura quel parti prendre, ni à quoi se déterminer, quand il verra ce grand appareil militaire se dissiper et s'évanouir comme un nuage poussé par les vents. 2. J'appelle lieux légers ou de légèreté ceux qui sont près des frontières mais pénètrent par une brèche sur les terres des ennemis. Ces sortes de lieux n'ont rien qui puisse fixer. On peut regarder sans cesse derrière soi, et le retour étant trop aisé, il fait naître le désir de l'entreprendre à la première occasion. L'inconstance et le caprice trouvent infailliblement de quoi se contenter. 3. Les lieux qui sont à la bienséance des deux armées, où l'ennemi peut trouver son avantage aussi bien que nous pouvons trouver le nôtre, où l'on peut faire un campement dont la position, indépendamment de son utilité propre, peut nuire au parti opposé et traverser quelques-unes de ses vues. Ces sortes de lieux peuvent être disputés. Ils doivent même l'être. Ce sont là des terrains clés. 4. Par les lieux de réunion, j'entends ceux où nous ne pouvons guère manquer de nous rendre, et dans lesquels l'ennemi ne saurait presque manquer de se rendre aussi. Ceux encore où l'ennemi, aussi à portée de ses frontières que vous l'êtes des vôtres, trouverait, ainsi que vous, sa sûreté en cas de malheur, ou les occasions de suivre sa bonne fortune s'il avait d'abord du succès. Ce sont là des lieux qui permettent d'entrer en communication avec l'armée ennemie, ainsi que des zones de repli. 5. Les lieux que j'appelle simplement pleins et unis sont ceux qui, par leur configuration et leur dimension, permettent leur utilisation par les deux armées, mais, parce qu'ils sont au plus profond du territoire ennemi, ne doivent pas vous inciter à livrer bataille, à moins que la nécessité ne vous y contraigne, ou que vous n'y soyez forcé par l'ennemi, qui ne vous laisserait aucun moyen de pouvoir l'éviter. 6. Les lieux à plusieurs issues, dont je veux parler ici, sont ceux en particulier qui permettent la jonction entre les différents États qui les entourent. Ces lieux forment le nœud des différents secours que peuvent apporter les princes voisins à celles des deux parties qu'il leur plaira de favoriser. 7. Les lieux que je nomme graves et importants sont ceux qui, placés dans les États ennemis, présentent de tous côtés des villes, des forteresses, des montagnes, des défilés, des eaux, des ponts à passer, des campagnes arides à traverser, ou telle autre chose de cette nature. 8. Les lieux où tout serait à l'étroit, où une partie de l'armée ne serait pas apportée à voir l'autre, ni de la secourir, où il y aurait des lacs, des marais, des torrents ou quelques mauvaises rivières, où l'on ne saurait marcher qu'avec de grandes fatigues et beaucoup d'embarras, où l'on ne pourrait aller que par peloton, sont ceux que j'appelle gâtés ou détruits. 9. Enfin, par les lieux de mort, j'entends tous ceux où l'on se trouve tellement réduit que quelque parti que l'on prenne, on est toujours en danger. J'entends des lieux par lesquels, si l'on combat, on court évidemment le risque d'être battu, dans lesquels, si l'on reste tranquille, on se voit sur le point de périr de faim, de misère ou de maladie. Des lieux, en un mot, où l'on ne saurait rester, où l'on ne peut survivre que très difficilement en combattant avec le courage du désespoir. Telles sont les 9 sortes de terrains dont j'avais à vous parler. Apprenez à les connaître pour vous en défier ou pour en tirer parti. Lorsque vous ne serez encore que dans des lieux de division, contenez bien vos troupes, mais surtout ne livrez jamais de bataille, quelque favorable que les circonstances puissent vous paraître. La vue de leur pays et la facilité du retour occasionneraient bien des lâchetés. Bientôt, les campagnes seraient couvertes de fuyards. Si vous êtes dans des lieux légers, n'y établissez point votre camp. Votre armée ne s'étant point encore saisie d'aucune ville, d'aucune forteresse, ni d'aucun poste important dans les possessions des ennemis,
n'ayant derrière soi aucune digue qui puisse l'arrêter, voyant des difficultés, des peines et des embarras pour aller plus avant, il n'est pas douteux qu'elle ne soit tentée de préférer ce qui lui paraît le plus aisé à ce qui lui semblera difficile et plein de dangers. Si vous avez reconnu de ces sortes de lieux qui vous paraissent devoir être disputés, commencez par vous en emparer. Ne donnez pas à l'ennemi le temps de se reconnaître. Employez toute votre diligence, que les formations ne se séparent pas. Faites tous vos efforts pour vous en mettre dans une entière possession, mais ne livrez point de combat pour en chasser l'ennemi. S'il vous a prévenu, usez de finesse pour l'en déloger. Mais si vous y êtes une fois, n'en délogez pas. Pour ce qui est des lieux de réunion, tâchez de vous y rendre avant l'ennemi. Faites en sorte que vous ayez une communication libre de tous les côtés. Faites que vos chevaux, vos chariots et tout votre bagage puissent aller et venir sans danger. N'oubliez rien de tout ce qui est en votre pouvoir pour vous assurer de la bonne volonté des peuples voisins. Recherchez-la, demandez-la, achetez-la, obtenez-la à quelque prix que ce soit. Elle vous est nécessaire. Et ce n'est guère que par ce moyen que votre armée peut avoir tout ce dont elle aura besoin. Si tout abonde de votre côté, il y a grande apparence que la disette régnera du côté de l'ennemi. Dans les lieux pleins et unis, étendez-vous à l'aise, donnez-vous du large, faites des retranchements pour vous mettre à couvert de toute surprise, et attendez tranquillement que le temps et les circonstances vous ouvrent les voies pour faire quelque grande action. Si vous êtes à portée de ces sortes de lieux qui ont plusieurs issues, où l'on peut se rendre par plusieurs chemins, commencez par les bien connaître. Alliez-vous aux États voisins, que rien n'échappe à vos recherches. Emparez-vous de toutes les avenues, n'en négligez aucune, quelque peu importante qu'elles vous paraissent, et gardez-les toutes très soigneusement. Si vous vous trouvez dans des lieux graves et importants, rendez-vous maître de tout ce qui vous environne. Ne laissez rien derrière vous. Le plus petit poste doit être emporté. Sans cette précaution, vous courriez le risque de manquer des vivres nécessaires à l'entretien de votre armée, ou de vous voir l'ennemi sur les bras lorsque vous y penseriez le moins, et d'être attaqué par plusieurs côtés à la fois. Si vous êtes dans des lieux gâtés ou détruits, n'allez pas plus avant, retournez sur vos pas, fuyez le plus promptement qu'il vous sera possible. Si vous êtes dans des lieux de mort, n'hésitez point à combattre, allez droit à l'ennemi, le plus tôt est le meilleur. Telle est la conduite que tenaient nos anciens guerriers. Ces grands hommes, habiles et expérimentés dans leur art, avaient pour principe que la manière d'attaquer et de se défendre ne devait pas être invariablement la même, qu'elle devait être prise de la nature du terrain que l'on occupait et de la position où l'on se trouvait. Il disait encore que la tête et la queue d'une armée ne devaient pas être commandées de la même façon, qu'il faut empêcher qu'aucun ne puisse pénétrer vos desseins, qu'il suffit qu'on sache... de la même façon, qu'il fallait combattre la tête et enfoncer la queue, que la multitude et le petit nombre ne pouvaient pas être longtemps d'accord, que les forts et les faibles, lorsqu'ils étaient ensemble, ne tardaient guère à se désunir, que les hauts et les bas ne pouvaient être également utiles, que les troupes étroitement unies pouvaient aisément se diviser, mais que celles qui étaient une fois divisées ne se réunissaient que très difficilement. Il répétait sans cesse qu'une armée ne devait jamais se mettre en mouvement qu'elle ne fût sûre de quelque avantage réel, et que, lorsqu'il n'y avait rien à gagner, il fallait se tenir tranquille et garder le camp. En résumé, je vous dirai que toute votre conduite militaire doit être réglée suivant les circonstances, que vous devez attaquer ou vous défendre, selon que le théâtre de la guerre sera chez vous ou chez l'ennemi. Si la guerre se fait dans votre propre pays, et si l'ennemi, sans vous avoir donné le temps de faire tous vos préparatifs, s'apprêtant à vous attaquer, vient avec une armée bien ordonnée pour l'envahir ou le démembrer, ou y faire des dégâts, ramassez promptement le plus de troupes que vous pourrez. Envoyez demander du secours chez les voisins et chez les alliés. Emparez-vous de quelques lieux qu'il chérit et il se fera conforme à vos désirs. Mettez-les en état de défense, ne fût-ce que pour gagner du temps. La rapidité est la sève de la guerre. Voyagez par les routes sur lesquelles il ne peut vous attendre. Mettez une partie de vos soins à empêcher que l'armée ennemie ne puisse recevoir des vivres. Barrez-lui tous les chemins, ou, du moins, faites qu'elle n'en puisse trouver aucun sans embuscade, ou sans qu'elle soit obligée de l'emporter de vive force. Les paysans peuvent en cela vous être d'un grand secours, et vous servir mieux que vos propres troupes. Faites-leur entendre seulement qu'ils doivent empêcher que d'injustes ravisseurs ne viennent s'emparer de toutes leurs possessions et ne leur enlèvent leur père, leur mère, leurs femmes et leurs enfants. Ne vous tenez pas seulement sur la défensive,
envoyer des partisans pour enlever des convois, harceler, fatiguer, attaquer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Forcez votre injuste agresseur à se repentir de sa témérité. Contraignez-le de retourner sur ses pas, n'emportant pour tout butin que la honte de n'avoir pu réussir. Si vous faites la guerre dans le pays ennemi, ne divisez vos troupes que très rarement. Ou, mieux encore, ne les divisez jamais. Qu'elles soient toujours réunies et en état de se secourir mutuellement. Ayez soin qu'elles ne soient jamais que dans des lieux fertiles et abondants. Si elles venaient à souffrir de la faim, la misère et les maladies feraient bientôt plus de ravages parmi elles que ne pourrait faire dans plusieurs années le fer de l'ennemi. Procurez-vous pacifiquement tous les secours dont vous aurez besoin. N'employez la force que lorsque les autres voies vous auront été inutiles. Faites en sorte que les habitants des villages et de la campagne puissent trouver leurs intérêts à venir d'eux-mêmes vous offrir leurs denrées. Mais, je le répète, que vos troupes ne soient jamais divisées. Tout le reste étant égal, on est plus fort de moitié lorsqu'on combat chez soi. Si vous combattez chez l'ennemi, ayez égard à cette maxime, surtout si vous êtes un peu dans ces états. Un peu avant dans ces états. Conduisez alors votre armée entière. Faites toutes vos opérations militaires dans le plus grand secret. Je veux dire qu'il faut empêcher qu'aucun ne puisse pénétrer vos desseins. Il suffit qu'on sache ce que vous voulez faire quand le temps de l'exécuter sera arrivé. Il peut arriver que vous soyez réduit quelquefois à ne savoir où aller, ni de quel côté vous tourner. Dans ce cas, ne précipitez rien. Attendez tout du temps et des circonstances. Soyez inébranlables dans le lieu où vous êtes. Il peut arriver encore que vous vous trouviez engagé mal à propos. Gardez-vous bien alors de prendre la fuite. Elle causerait votre perte. Périssez plutôt que de reculer. Vous périrez du moins glorieusement. Cependant, faites bonne contenance. Votre armée, accoutumée à ignorer vos desseins, ignorera pareillement le péril qui la menace. Elle croira que vous avez eu vos raisons et combattra avec autant d'ordre et de valeur que si vous l'aviez disposé depuis longtemps à la bataille. Si dans ces sortes d'occasions vous triomphez, vos soldats redoubleront de force, de courage et de valeur. Votre réputation s'accroît dans la proportion même du risque que vous avez couru. Votre armée se croira invincible sous un chef tel que vous. Quelque critique que puisse être la situation et les circonstances où vous vous trouvez, ne désespérez de rien. C'est dans les occasions où tout est à craindre qu'il ne faut rien craindre. C'est lorsqu'on est environné de tous les dangers qu'il n'en faut redouter aucun. C'est lorsqu'on est sans ressources qu'il faut compter sur toutes. C'est lorsqu'on est surpris qu'il faut surprendre l'ennemi lui-même. Instruisez tellement vos troupes qu'elles puissent se trouver prêtes sans préparatifs, qu'elles trouvent de grands avantages là où ils n'en ont cherché aucun, que sans aucun ordre particulier de votre part, elles improvisent les dispositions à prendre, que sans défense expresse, elles s'interdisent d'elles-mêmes tout ce qui est contre la discipline. Veillez en particulier avec une extrême attention à ce qu'on ne sème pas de faux bruits. Coupez assez nos plaintes et aux murmures. Ne permettez pas qu'on tire des augures sinistres de tout ce qui peut arriver d'extraordinaire. Si les devins ou les astrologues de l'armée ont prédit le bonheur, tenez-vous-en à leur décision. S'ils parlent avec obscurité, interprétez en bien. S'ils hésitent ou qu'ils ne disent qu'ils ne disent pas de choses avantageuses, ne les écoutez pas, faites-les taire. Aimez vos troupes et procurez-leur tous les secours, tous les avantages, toutes les commodités dont elles peuvent avoir besoin. Si elles essuient de rudes fatigues, ce n'est pas qu'elles s'y plaisent. Si elles endurent la faim, ce n'est pas qu'elles ne se soucient pas de manger. Si elles s'exposent à la mort, ce n'est point qu'elles n'aiment pas la vie. Si mes officiers n'ont pas un surcroît de richesse, ce n'est pas parce qu'ils dédaignent les biens de ce monde. Faites en vous-même de sérieuses réflexions sur tout cela. Lorsque vous aurez tout disposé dans votre armée et que tous vos ordres ont été donnés, s'il arrive que vos troupes nonchalamment assises donnent des marques de tristesse, si elles vont jusqu'à verser des larmes, tirez-les promptement de cet état d'assoupissement et de léthargie. Donnez-leur des festins. Faites-leur entendre le bruit du tambour et des autres instruments militaires. Exercez-les. Faites-leur faire des évolutions. Faites-leur changer de place. Menez-les même dans des lieux un peu difficiles où elles aient à travailler et à souffrir. Imitez la conduite de Chuan Chu et de Cao Kuei. Vous changerez le cœur de vos soldats. Vous les accoutumerez au travail. Ils s'y endurciront. Rien ne leur coûtera dans la suite. Les quadrupèdes regimbent quand on les charge trop. Ils deviennent inutiles quand ils sont forcés. Les oiseaux, au contraire, veulent être forcés pour être de bon usage.
Les hommes tiennent un milieu entre les uns et les autres. Il faut les charger, mais non pas jusqu'à les accabler. Il faut même les forcer, mais avec discernement et mesure. Si vous voulez tirer un bon parti de votre armée, si vous voulez qu'elle soit invincible, faites qu'elle ressemble au Chuanzhen. Le Chuanzhen est une espèce de gros serpent qui se trouve dans la montagne de Chanchan. Si l'on frappe sur la tête de ce serpent, à l'instant sa queue va au secours et se recourbe jusqu'à la tête. Qu'on le frappe sur la queue, la tête s'y trouve dans le moment pour la défendre. Qu'on le frappe sur le milieu ou sur quelque autre partie de son corps, sa tête et sa queue s'y trouvent d'abord réunies. Mais cela peut-il être pratiqué par une armée, dira peut-être quelqu'un. Oui, cela se peut, cela se doit, et il le faut. Quelques soldats du royaume de Hu se trouvèrent un jour à passer une rivière en même temps que d'autres soldats du royaume de Yu, qui la passaient aussi. Un vent impétueux souffla. Les barques furent renversées, et les hommes auraient tous péri, s'ils ne se fussent aidés mutuellement. Ils ne pensèrent pas alors qu'ils étaient ennemis. Ils se rendirent au contraire tous les offices qu'on pouvait attendre d'une amitié tendre et sincère. Ils coopérèrent comme la main droite avec la main gauche. Je vous rappelle ce trait d'histoire pour vous faire entendre que non seulement les différents corps de votre armée doivent se secourir mutuellement, mais encore qu'il faut que vous secouriez vos alliés, que vous donniez même du secours aux peuples vaincus qui en ont besoin. Car s'ils vous sont soumis, c'est qu'ils n'ont pu faire autrement. Si leur souverain vous a déclaré la guerre, ce n'est pas leur faute. Rendez-leur des services. Ils auront leur tour pour vous en rendre aussi. En quelque pays que vous soyez, quel que soit le lieu que vous occupiez, si dans votre armée il y a des étrangers, ou si parmi les peuples vaincus vous avez choisi des soldats pour grossir le nombre de vos troupes, ne souffrez jamais que dans les corps qu'ils composent, ils soient ou les plus forts ou en majorité. Quand on attache plusieurs chevaux à un même pieu, on se garde bien de mettre ceux qui sont indomptés, ou tous ensemble, ou avec d'autres en moindre nombre qu'eux. Ils mettraient tout en désordre. Mais lorsqu'ils sont domptés, ils suivent aisément la multitude. Dans quelque position que vous puissiez être, si votre armée est inférieure à celle des ennemis, votre seule conduite, si elle est bonne, peut la rendre victorieuse. Il n'est pas suffisant de compter sur les chevaux boiteux ou sur les chariots embourbés. Mais à quoi vous servirait d'être placé avantageusement si vous ne saviez tirer parti de votre position? À quoi servent la bravoure sans la prudence, la valeur sans la ruse? Un bon général tire parti de tout, et il n'est en état de tirer parti de tout que parce qu'il fait toutes ses opérations avec le plus grand secret, qu'il sait conserver son sang-froid et qu'il gouverne avec droiture, de telle sorte, néanmoins, que son armée a sans cesse les oreilles trompées et les yeux fascinés. Il sait si bien que ses troupes ne savent jamais ce qu'elles doivent faire, ni ce qu'on doit leur commander. Si les événements changent, il change de conduite. Si ses méthodes, ses systèmes ont des inconvénients, il les corrige toutes les fois qu'il le veut, et comme il le veut. Si ses propres gens ignorent ses desseins, comment les ennemis pourraient-ils les pénétrer? Un habile général sait d'avance tout ce qu'il doit faire. Tout autre que lui doit l'ignorer absolument. Telle était la pratique de ceux de nos anciens guerriers qui se sont le plus distingués dans l'art sublime du gouvernement. Voulaient-ils prendre une ville d'assaut? Ils n'en parlaient que lorsqu'ils étaient au pied des murs. Ils montaient les premiers, tout le monde les suivait, et lorsqu'on était logé sur les murailles, ils faisaient rompre toutes les échelles. Étaient-ils bien avant dans les terres des alliés, ils redoublaient d'attention et de secret. Partout, ils conduisaient leurs armées comme un berger conduit un troupeau. Ils les faisaient aller où bon leur semblait. Ils les faisaient revenir sur leurs pas, ils les faisaient retourner. Et tout cela sans murmure et sans résistance de la part d'un seul. La principale science d'un général consiste à bien connaître les 9 sortes de terrains, afin de pouvoir faire à propos les 9 changements. Elle consiste à savoir déployer et replier ses troupes suivant les lieux et les circonstances, à travailler efficacement à cacher ses propres intentions et à découvrir celles de l'ennemi, à avoir pour maxime certaine que les troupes sont très unies entre elles lorsqu'elles sont bien avant dans les terres des ennemis, qu'elles se divisent au contraire et se dispersent très aisément lorsqu'on ne se tient qu'aux frontières, qu'elles ont déjà la moitié de la victoire lorsqu'elles se sont emparées de tous les allants et de tous les aboutissants, tant de l'endroit où elles doivent camper que des environs du camp de l'ennemi, que c'est un commencement de succès que d'avoir pu camper dans un terrain vaste, spacieux et ouvert de tous les côtés, mais que c'est presque avoir vaincu lorsqu'étant dans les possessions ennemies, elles se sont emparées de tous les petits postes, de tous les chemins, de tous les villages qui sont au loin des 4 côtés,
et que, par leur bonne manière, elles ont gagné l'affection de ceux qu'elles veulent vaincre ou qu'elles ont déjà vaincus. Instruit par l'expérience et par mes propres réflexions, j'ai tâché, lorsque je commandais les armées, de réduire en pratique tout ce que je vous rappelle ici. Quand j'étais dans des lieux de division, je travaillais à l'union des cœurs et à l'uniformité des sentiments. Lorsque j'étais dans des lieux légers, je rassemblais mon monde et je l'occupais utilement. Lorsqu'il s'agissait des lieux qu'on peut disputer, je m'en emparais le premier, quand je le pouvais. Si l'ennemi m'avait prévenu, j'allais après lui et j'usais d'artifices pour l'en déloger. Lorsqu'il était question des lieux de réunion, j'observais tout avec une extrême diligence et je voyais venir l'ennemi. Sur un terrain plein et uni, je m'étendais à l'aise et j'empêchais l'ennemi de s'étendre. Dans des lieux à plusieurs issues, quand il m'était impossible de les occuper tous, j'étais sur mes gardes, j'observais l'ennemi de près, je ne le perdais pas de vue. Dans des lieux graves et importants, je nourrissais bien le soldat, je l'accablais de caresses. Dans des lieux gâtés ou détruits, je tâchais de me tirer d'embarras, tantôt en faisant des détours et tantôt en remplissant des vides. Enfin, dans des lieux de mort, je faisais croire à l'ennemi que je ne pouvais survivre. Les troupes bien disciplinées résistent quand elles sont encerclées. Elles redoublent d'efforts dans les extrémités. Elles affrontent les dangers sans crainte. Elles se battent jusqu'à la mort quand il n'y a pas d'alternative et obéissent implicitement. Si celles que vous commandez ne sont pas telles, c'est votre faute. Vous ne méritez pas d'être à leur tête. Si vous êtes ignorant des plans des États voisins, vous ne pourrez préparer une alliance au moment opportun. Si vous ne savez pas en quel nombre sont les ennemis contre lesquels vous devez combattre, si vous ne connaissez pas leurs forts et leurs faibles, vous ne ferez jamais les préparatifs ni les dispositions nécessaires pour la conduite de votre armée. Vous ne méritez pas de commander. Si vous ignorez où il y a des montagnes et des collines, des lieux secs ou humides, des lieux escarpés ou pleins de défilés, des lieux marécageux ou pleins de périls, vous ne sauriez donner des ordres convenables, vous ne sauriez conduire votre armée. Vous êtes indigne de commander. Si vous ne connaissez pas tous les chemins, si vous n'avez pas soin de vous munir de guides sûrs et fidèles pour vous conduire par les routes que vous ignorez, vous ne parviendrez pas au terme que vous vous proposez. Vous serez la dupe des ennemis. Vous ne méritez pas de commander. Lorsqu'un grand hégémonique attaque un État puissant, il fait en sorte qu'il soit impossible à l'ennemi de se concentrer. Il intimide l'ennemi et empêche ses alliés de se joindre à lui. Il s'ensuit que le grand hégémonique ne combat pas des combinaisons puissantes d'États et ne nourrit pas le pouvoir d'autres États. Il s'appuie pour la réalisation de ses plans sur sa capacité d'intimider ses opposants et ainsi il peut prendre les villes ennemies et renverser l'État de l'ennemi. Si vous ne savez pas combiner 4 et 5 tout à la fois, vos troupes ne sauraient aller de pair avec celles des vassaux et des feudataires. Lorsque les vassaux et les feudataires avaient à faire la guerre contre quelques grands princes, ils s'unissaient entre eux. Ils tâchaient de troubler tout l'univers. Ils mettaient dans leur parti le plus de monde qui leur était possible. Ils recherchaient surtout l'amitié de leurs voisins. Ils l'achetaient même bien cher s'il le fallait. Ils ne donnaient pas à l'ennemi le temps de se reconnaître, encore moins celui d'avoir recours à ses alliés et de rassembler toutes ses forces. Ils l'attaquaient lorsqu'il n'était pas encore en état de défense. Aussi, s'ils faisaient le siège d'une ville, ils s'en rendaient maîtres à coup sûr. S'ils voulaient conquérir une province, elle était à eux. Quelques grands avantages qu'ils ne fussent d'abord... Quelques grands avantages qu'ils se fussent d'abord procurés, ils ne s'endormaient pas. Ils ne laissaient jamais leur armée s'amollir par l'oisiveté ou la débauche. Ils entretenaient une exacte discipline. Ils punissaient sévèrement quand les cas l'exigeaient, et ils donnaient libéralement des récompenses lorsque les occasions le demandaient. Outre les lois ordinaires de la guerre, ils en faisaient de particulières, suivant les circonstances des temps et des lieux. Voulez-vous réussir? Prenez pour modèle de votre conduite celle que je viens de vous tracer. Regardez votre armée comme un seul homme que vous seriez chargé de conduire. Ne lui motivez jamais votre manière d'agir. Faites-lui savoir exactement tous vos avantages, mais cachez-lui avec grand soin jusqu'à la moindre de vos pertes. Faites toutes vos démarches dans le plus grand secret. Placez-les dans une situation périlleuse et elles survivront. Disposez-les sur un terrain de mort et elles vivront. Car lorsque l'armée est placée dans une telle situation, elle peut faire sortir la victoire des revers. Accordez des récompenses sans vous préoccuper des usages habituels. Publiez des ordres sans respect des précédents. Ainsi, vous pourrez vous servir de l'armée entière comme d'un seul homme. Éclairez toutes les démarches de l'ennemi. Ne manquez pas de prendre les mesures les plus efficaces pour pouvoir vous assurer de la personne de leur général. Faites tuer leur général, car vous ne combattrez jamais que contre des rebelles. Le nœud des opérations militaires dépend de votre faculté de faire semblant de vous conformer aux désirs de votre ennemi. Ne divisez jamais vos forces.
La concentration vous permet de tuer son général, même à une distance de 1000 lieues. Là se trouve la capacité d'atteindre votre objectif d'une manière ingénieuse. Lorsque l'ennemi vous offre une opportunité, saisissez-en vite l'avantage. Anticipez-le en vous rendant maître de quelque chose qui lui importe et avancez suivant un plan fixé secrètement. La doctrine de la guerre consiste à suivre la situation de l'ennemi afin de décider de la bataille. Dès que votre armée sera hors des frontières, faites-en fermer les avenues, déchirez les instructions qui sont entre vos mains et ne souffrez pas qu'on écrive ou qu'on reçoive des nouvelles. Rompez vos relations avec les ennemis, assemblez votre conseil et exhortez-le à exécuter le plan. Après cela, allez à l'ennemi. Avant que la campagne soit commencée, soyez comme une jeune fille qui ne sort pas de la maison. Elle s'occupe des affaires du ménage. Elle a soin de tout préparer. Elle voit tout. Elle entend tout. Elle fait tout. Elle ne se mêle d'aucune affaire en apparence. La campagne, une fois commencée, vous devez avoir la promptitude d'un lièvre qui, se trouvant poursuivi par des chasseurs, tâcherait, par 1000 détours, de trouver enfin son gîte pour s'y réfugier en sûreté. Merci. Bravo! Alors, est-ce qu'il y a d'autres textes, est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient lire quelque chose? Encourageons les forces, puis vite. Pas d'autres textes? Pas de texte. On va encourager les forces. Place à la parole libre. La parole libre. Mais vite! On fait ça vite. Jean-Claude Sylvain. Les amis, nous sommes en janvier, froid, mais quel beau soleil que nous avons aujourd'hui. Quel beau soleil. Quel espoir que nous avons pour notre Québec indépendant. Il faut vraiment rassembler les forces vives de la nation, une fois pour toutes. L'arrivée de Daniel Breton est une bonne nouvelle, finalement. Et on se débarrasse tout simplement que, qu'est-ce qu'on a fait? Mme Marois a fait le ménage. Hein? Et elle a fait le ménage, donc, autour d'elle. Le ménage peut-être salutaire. On va voir ça plus tard après l'histoire. Un ménage salutaire pour enlever les opportunistes, les affairistes et ceux qui ne sont pas vraiment indépendantistes, mais qui sont simplement là pour le fric ou tout simplement une position de prestige. Carriériste. Les carriéristes. La carrière, hein? C'est important, la carrière. Et donc, il ne faut pas laisser les choses, comment dire, on peut s'arrêter là. Ça fait juste commencer. On va repartir du bon pied, puis on va vraiment gagner les prochaines élections. Si ensemble, nous le voulons vraiment, c'est ça qui va arriver. Et c'est au peuple de faire l'indépendance. Les partis politiques sont là pour exprimer la volonté du peuple. Et une fois pour toutes, lorsqu'on va être ensemble et qu'on va pouvoir être main dans la même direction, aller dans la même direction, viser les mêmes ennemis. Ce sont nos adversaires, ce sont des ennemis. Ils veulent nous abattre, c'est normal. En politique, il n'y a pas de gentillesse. Hein? Washington disait, il n'y a pas de cadeau entre les nations. La nation canadienne veut exister et au détriment du Québec. Et notre nation doit exister. Non pas au détriment du Canada, mais tout simplement parce qu'elle appartient depuis très longtemps et depuis cette longue histoire de 400 ans à l'humanité. Merci. Personne d'autre veut jaser? Oui, je voulais te parler. Ah oui, Jack. As-tu ton texte? On va te le trouver, le texte. Non, je veux jaser. Ouais, c'est ça, je voulais juste parler au 98.5. Il y avait une entrevue cette semaine avec Pierre Curzi et Dutrisac. Dutrisac posait la question, comme d'habitude, puis la même question qu'on entend de tous les mondialistes, en tout cas tous les gens qui ne sont pas des indépendantistes finalement. En tout cas, il y a bien des gens, quand ils se préoccupent de politique, ils vont dire « Oui, mais c'est bien beau la souveraineté, là, mais les hôpitaux, les vraies affaires, tu sais, en voulant dire, occupons-nous des vraies choses. » Puis bon, il parlait de la santé, il parlait de toutes ces choses-là, en voulant dire que d'être indépendantiste, puis tout ça, que c'est un rêve. Puis même, Pierre Curzi n'a pas été capable de répondre à ça. Il a dit que oui, il prenait ça au sérieux, ces choses-là, mais même lui, veut pas, a séparé les deux.
il a séparé les vraies affaires et l'indépendance. Je crois que ce que les porte-paroles, si on veut, les gens qui se font interviewer puis qu'on entend souvent parler de souveraineté et d'indépendance, amènent pas l'idée que, regardez, les vraies affaires, c'est parce que l'indépendance, c'est la solution aux vraies affaires. C'est la solution aux vrais problèmes. Et je trouve qu'on ne l'entend pas assez, ça. Je trouve que finalement, chaque fois que les indépendantistes se font poser la question, oui, mais lâchez donc votre rêve, puis parlez-nous donc des vraies choses. Ce que j'entends pas assez souvent, c'est l'indépendance, c'est la solution aux vrais problèmes. Mais bon, on dirait qu'ils sont pas capables de faire la différence entre des réformes, puis de tout simplement régler des petits problèmes, avec l'idée que le problème fondamental, il est là, c'est qu'on n'est pas maître chez nous. Donc c'est ça, c'est juste ça que je voulais dire, là, que les gens devraient plus se concentrer, devraient avoir ça à la bouche, là, quand ils se font poser la question, les vraies affaires, ils devraient répondre, la solution, c'est l'indépendance, aux vrais problèmes. Et puis c'est ça aussi, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à notre beau drapeau. Aujourd'hui, c'est la 63e année que le drapeau existe, qui a été que Duplessis a. Et puis là, je viens d'entendre que ça a l'air que ça n'a même pas été discuté. Duplessis a décidé de mettre le drapeau sur le mât, puis ça a fini là. C'est la dictature. Moi, je pensais, je la connais pas l'histoire du drapeau, donc moi je pensais qu'il y avait eu bien des discussions là-dessus et tout ça. Bon, tant mieux. L'État agit. Oui, c'est ça. Bonne fête à notre drapeau. Et puis on Vive la dictature. C'est quoi, en 1948, hein, c'est ça? 1948. Oui, 1948. OK. Et donc c'est ça, je vais lire la déclaration. Vive le drapeau. Et oui, vive le drapeau. Bonne fête, drapeau du Québec. Son point de vue. Ah. Parce que yo eu la chance en francización de avoir un buen profesor que me ha encorajado de venir soberaniste. Puis c'est ça, tout le monde me parlait mal de Duplessis. Puis moi j'ai fait une recherche, puis je pense que c'est pire, Jean Charest c'est pire que Duplessis. Au moins Duplessis nous a laissé le drapeau. Il a laissé bien plus que ça. Non, Duplessis, c'est sûr que Charest il est difficile à battre. Charest il est bien difficile à battre par rapport à qu'est-ce qu'il fait de bien pour le Québec. Là, il est tough à battre dans celui qui a fait le moins de bien pour le Québec. Bon. Donc, déclaration, nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire. Les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Oh.